Campagne à Amaryllis, à Maca. Du 16 mai au 13 juillet prochain se déroulera une ambitieuse campagne océanographique impliquant plus de 150 scientifiques. But de la mission, mieux comprendre le rôle majeur, mais encore incertain, de la région amazonienne sur le climat de la Terre. À bord du Marion Dufresne, le navire de l'Ifremer, les équipes vont collecter de nombreuses données pour une campagne organisée en 2 parties. Une première qui ira de la Barbade à Paramaribo, au Suriname. La deuxième qui, partant de Paramaribo, rejoindra alors Recife, au Brésil, en longeant la Guyane, le nord-est brésilien et toute la région amazonienne. On fait le point sur cette campagne avec vous, Aline Gauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoclimatologue, vous êtes la chef de mission de cette deuxième partie de la campagne, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous travaillez au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Un mot d'abord sur votre domaine de recherche. Moi, c'est vraiment la paléoclimatologie et paléocéanographie. Les deux, la paléoclimatologie, c'est la reconstruction du climat dans le passé. La paléocéanographie, c'est une branche de la paléoclimatologie qui se concentre sur l'océan. Comment et pourquoi vous avez imaginé cette mission ? C'est une mission, c'est un travail de longue haleine. Elle vient de mes travaux de post-doctorat que j'ai fait à l'université de Brême au nord de l'Allemagne avant de revenir en France et d'intégrer le CNRS, janvier 2015. Donc pour dire que ça date. Il y a eu une campagne dans cette région-là quand j'étais en post-doctorat en Allemagne à laquelle j'avais malheureusement pas pu participer. Mais ils avaient collecté de magnifiques carottes de sédiments marins, mais courtes, qui faisait maximum 8, 10, 12 mètres maximum de long. Et donc, on avait déjà identifié des sites magnifiques, mais on voulait pouvoir retourner sur ces sites-là pour aller prendre des carottes de sédiments plus longues et donc potentiellement pouvoir remonter plus loin dans le temps. Et donc ce projet, je l'ai développé, c'était dans un coin de ma tête quand j'étais en postdoctorat. J'interagissais déjà avec les mêmes partenaires brésiliens, partenaires allemands. Et quand j'ai intégré le CNRS, quand je suis rentrée en France, il a fallu 1 an pour mûrir un peu plus le projet, et d'où la rédaction de ce projet. Ça a été 4-5 mois en 2016. Première fois, je l'ai soumis en 2016. 4-5 mois d'interaction avec les différents chercheurs, de rédaction, de mise en forme, de récupération des informations à droite à gauche. Ça, c'est juste le montage du projet scientifique qu'on soumet à l'organisme scientifique d'évaluation des projets, qui s'appelle la Commission nationale de la flotte hauturière, en l'occurrence. Le projet de campagne, lui, il est évalué sur les questions scientifiques. Est-ce que les questions scientifiques qu'on propose sont pertinentes par rapport à ce qu'on sait ? Est-ce que les moyens qu'on demande vont nous permettre de répondre aux questions posées ? Est-ce que le temps qu'on demande est pertinent et correct ? Voilà, ça c'est l'évaluation scientifique. Et à partir de là, on nous dit oui, non ou peut améliorer. Donc la première fois en 2016, je l'ai soumis, on m'a dit oui, c'est pas mal, mais amélioration possible, avec la liste des améliorations possibles. Et après, en 2017, je l'ai resoumis en tenant compte de toutes les améliorations. Et là, ça a été apprécié positivement, ce qu'on appelle classé priorité 1. Et depuis, attente de programmation. Et puis après, il y a le Covid qui est passé par là, qui a retardé encore plus la programmation des campagnes, des questions budgétaires liées à la hausse du coût du carburant qui affecte aussi les bateaux. Enfin, voilà. Et là, nous y sommes, enfin presque. C'est une mission importante qui implique beaucoup de scientifiques, d'instituts de recherche, d'universités. Il y a 3 objectifs principaux. Le premier, reconstruire l'histoire climatique passée du bassin amazonien et du nord-est brésilien à des échelles de temps variées du dernier million d'années. Pour moi, c'est l'objectif principal de la campagne. C'est celui qui me concerne moi directement en termes de thématique scientifique. C'est vraiment, aller regarder comment le climat sur le continent, au niveau du bassin amazonien et de la région nord-est Brésil, a changé dans le passé. Donc les échelles de temps variées, on vise collecter, il y a une carotte qui est prise au large de l'embouchure du fleuve Amazone qui devrait couvrir les derniers 200 ans peut-être. Donc là, c'est vraiment pour voir l'influence des activités anthropiques. Quand je parle du climat, c'est végétation, c'est précipitation, c'est érosion. C'est tous les types. Tout ça, on le reconstruit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en paléo, on reconstruit tout ça de façon indirecte à l'aide de traceurs. On ne peut pas aller mesurer directement la précipitation, le nombre de pluies en millimètres par an sur le bassin. Donc on a toute une batterie de traceurs qu'on utilise pour reconstruire le climat dans le passé. Et puis les échelles de temps, ce qu'on vise surtout,
Pour moi, la grande question, mais c'est la grande question de mes activités de recherche, donc là j'ai un biais, c'est il y a une période qui s'appelle le dernier interglaciaire, qui était il y a 125 000 ans environ, qui était globalement sur Terre un peu plus chaude que maintenant. Et donc, c'est une période, c'est pas un analogue du réchauffement climatique qu'on a là à l'heure actuelle, parce que les causes du réchauffement sont différentes du changement climatique actuel. Mais par contre, c'est un exemple de climat chaud sur Terre, assez récent, et donc on peut étudier pour mieux comprendre comment fonctionne le climat. Dans un climat chaud, est-ce que dans cette région du monde, les précipitations étaient plus élevées, plus faibles, la végétation, comment elle a répondu? Et puis l'océan, pas oublier l'océan, la circulation dans l'océan, comment est-ce qu'elle a changé? Ces traceurs dont vous parlez, grâce auxquels vous reconstituez le climat passé, quels sont-ils? Donc ces carottes, elles sont composées de sédiments. Ces sédiments, c'est de la boue sous-marine. C'est un mélange d'argile et de restes de micro-organismes qui ont vécu dans l'océan dans le passé. Et donc on a différents types de traceurs qu'on peut appliquer. Des traceurs qui peuvent être plus physiques, des traceurs qui sont chimiques. Il y a beaucoup de traceurs géochimie. Ça peut être traceurs de géochimie organique. On va aller regarder les molécules organiques qui nous permettent de reconstruire température dans l'eau, qui nous permettent de reconstruire, avoir accès au type de végétation sur le continent. On peut retrouver des pollens. Un grand traceur qu'on utilise beaucoup, c'est des coquilles de micro-organismes planctoniques ou pas ou benthiques qu'on appelle, mais qu'on appelle des foraminifères. Et c'est vraiment, vous imaginez des petits escargots de mer qui vivent dans l'océan. Quand ils meurent, la coquille tombe au fond de l'océan, on les retrouve. Et sur ces coquilles, on peut dater les carottes des sédiments par datation carbone 14. On peut faire des mesures, ce qu'on appelle d'isotopes stables, delta O18, delta C13. Ça nous donne accès à température dans l'eau, ça nous donne accès à la salinité dans l'eau, ça nous donne accès à la circulation profonde dans l'eau. Et après, il y a toute une batterie de traceurs vraiment de géochimie inorganique où là, on peut, par exemple, les concentrations en fer, en aluminium, en titane, en silicium, tous les éléments, différents types d'éléments. Et là, on peut avoir accès vraiment à ce qui est érosion et altération sur le continent. Durant ce trajet, qui va, je le rappelle, de Paramaribo et qui remonte sud-ouest jusqu'à Recife, Brésil, il y aura toute une série de prélèvements, de carottage. Comment vous avez choisi ces stations de prélèvement? On a 3 types de carottes, je dirais. On a celles qui sont ce qu'on appelle en aval du fleuve Amazon, donc proche de l'embouchure du fleuve Amazon et puis au nord-ouest, situé au nord-ouest du fleuve Amazon. Pourquoi en aval? Parce que le courant de surface majoritaire dans cette zone-là, qui est le courant nord-brésilien, s'écoule du sud-est, il longe la côte brésilienne, nord-brésilienne, du sud-est vers le nord-ouest. Donc il emmène tout le matériel qu'amène l'Amazone vers le nord-ouest. Donc toutes ces carottes situées dans cette zone-là, potentiellement, elles vont nous renseigner sur ce qui s'est passé au sein du bassin amazonien dans le passé. Donc, ensuite, on a tout un groupe de carottes qui est plus au sud-est, avant l'arrivée du panache de l'Amazone. Et lui, il va nous renseigner sur la région nord-est Brésil. Pourquoi on s'intéresse à ces 2 régions? C'est qu'on voit que par derrière la question, c'est qu'est-ce qui a gouverné les changements du climat dans cette région sud-américaine, aux tropiques, dans le passé. Il y a peu d'informations. D'où cette mission. Objectif numéro 2, évaluer la contribution des poussières sahariennes déposées dans cette région à l'actuel et au cours du dernier million d'années, notamment leur rôle de fertilisant sur la forêt amazonienne. Il y a donc des poussières sahariennes qui arrivent dans cette région. Oui, donc il y a des poussières, le Sahara qui est riche en poussières, il y a des événements, les tempêtes qui prélèvent les poussières du Sahara, elles sont poussées par les vents dominants, qui sont ces fameux alizés dont je parlais, qui traversent l'océan Atlantique. À l'heure actuelle, il y a des sites d'observation des poussières, il y en a un à la Barbade. C'est pas l'objectif dont je suis spécialiste là, mais les spécialistes sont situés dans un autre laboratoire de recherche. Ils observent en tout cas des événements de poussière du Sahara qui se déposent là. Donc la question, c'est dans quelle mesure, ça a été mesuré plutôt à la Barbade, dans quelle mesure ces événements de poussière atteignent aussi le bassin amazonien qui est situé un peu plus au sud. On est un peu dans la limite de la bande de latitude que les poussières peuvent atteindre. Donc déjà, à l'actuel, est-ce qu'on arrive à trouver trace d'événements de poussière qui arrivent à ce niveau-là? Et puis après, dans le passé, dans quelle mesure on arrive à reconstruire ces flux de poussière dans le passé, de l'autre côté de l'océan? Et ces poussières qui arrivent, potentiellement,
elles sont riches en nutriments, elles peuvent apporter du fer, elles peuvent apporter d'autres nutriments. Est-ce qu'elles ont joué un rôle de fertilisant pour favoriser le développement de la forêt amazonienne pendant certaines périodes. Donc là, on va accrocher des capteurs en haut des mâts du bateau, c'est ça ? Donc là, il y a deux types d'activités prévues. C'est pour le volet poussière actuel, oui, c'est aller accrocher sur le mât du bateau des pièges à poussière de différents types. Des pièges qu'on appelle passifs, où on laisse juste se déposer les poussières telles quelles. Et puis des pièges actifs où on va pomper en plus pour arriver à essayer de collecter plus de matériel de poussière pour pouvoir de nouveau aller faire des mesures géochimiques qui demandent plus grande quantité de poussière. Donc ça, c'est le volet poussière actuel. Et poussière passée, là, ce qu'on vise, c'est aller trouver un site où on va retrouver l'enregistrement des poussières, mais où cet enregistrement de poussière, il n'est pas biaisé par tous les apports qu'on appelle terrigènes qui viennent des rivières de l'Amazone et des autres rivières du nord-est Brésil. Donc là, clairement, notre site, on ne va pas le chercher en aval de l'embouchure de l'Amazone, parce que l'Amazone apporte tellement de matériel qu'on ne verrait plus rien. Par contre, on le cherche en amont, donc sur la région nord-est Brésil. On cherche des sites, forcément, s'il y a peu de matériel terrigène qui arrive, on cherche un site où ce qu'on appelle le taux de sédimentation, donc la quantité de sédiments qui s'accumule par unité de temps est faible. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir remonter assez loin dans le temps. Enfin, le troisième objectif scientifique de la mission, qui concerne plutôt la première partie de la campagne, mais quand même évaluer l'étendue des sorties de gaz dans l'océan à l'échelle du cône de l'Amazone dans son ensemble. Ces sorties de gaz sont aussi importantes pour le climat car elles constituent une source de gaz à effet de serre. L'Amazone, je crois que c'est le premier fleuve au monde en termes de décharge, en termes de débit d'eau. C'est aussi le premier fleuve au monde en termes de transport de sédiments. Et à l'embouchure de l'Amazone se crée un gros cône qui est d'accumulation de ces sédiments. Et donc là, il y a des zones où il y a ce qu'on appelle des hydrates de gaz qui sont contenus dans ces sédiments. Et suivant la profondeur profondeur dans la colonne d'eau à laquelle ils se situent, suivant la température de l'eau, ils se situent, ils peuvent être instables et donc générer des sorties de gaz. Oui, ce sont des gaz qui sont enfermés, c'est ça ? Oui, c'est des gaz qui sont enfermés dans le sédiment. En tout cas, nous, on les recherche enfermés dans le sédiment, mais qu'on peut retrouver aussi sous forme de petites bulles dans la colonne d'eau. Donc ça c'est vraiment un objectif qui, en fait... Donc la campagne, elle est organisée en deux parties, qu'on appelle des legs. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de la deuxième partie, le leg 2, que je coordonne, dont je suis chef de mission. Et tous ces aspects, hydrates de gaz, sortie de gaz, instabilité de pente, c'est majoritairement traité dans la première partie de la campagne. Il y aura quelques mesures qui seront faites à bord sur les sites qui nous intéressaient, nous, mais c'est le cœur de la première partie de la campagne. Alors, il y aura de nombreux moyens d'investigation à bord pour les prélèvements, les mesures. On fait un rapide tour des techniques mises en œuvre. Beaucoup de carottage, 3 types de carottage. Le premier type de carottage, ce qu'on appelle les carottes calypso, c'est des carottes de sédiments longues. C'est elles qui nous permettent de prendre des carottes maximum 70 mètres de long. C'est une grande spécificité française. Ça a été développé en France, en fait, à l'IPEV, qui est l'Institut polaire français, du temps où le Marion Dufresne était opéré par l'IPEV. C'est le bijou français, c'est la raison pour laquelle on a fait cette demande de campagne là en France et pas dans un autre pays. Le deuxième type de carottage, on appelle ça des casques. Les carottes sont plus courtes, elles peuvent faire 12 mètres maximum de long, mais on collecte beaucoup plus de matériel qui nous permet justement de faire tout plein de mesures, notamment les mesures de traceurs qui nécessitent beaucoup de matériel. Et le troisième type de carottage, c'est du carottage qu'on appelle d'interface ou multitube, où là vraiment on collecte le sédiment le plus de surface. On collecte même ce qu'on appelle l'interface eau sédiment. Dans le même tube de 50 cm de long, on a l'eau du fond de l'océan et le sédiment le plus récent, le plus superficiel. Et ce type de carottage est très important pour tout ce qu'on appelle calibration de nos traceurs. Donc dans le passé, on applique des traceurs. On ne mesure pas la température de façon directe. On la mesure, par exemple, cette température par le rapport magnésium sur calcium de ces fameux foraminifères. Sauf que comment est-ce qu'on arrive à obtenir une température dans le passé ? Pour ça, on a mesuré le rapport magnésium sur calcium de foraminifères prélevés dans du sédiment de surface le plus récent, auquel on a attribué la température de surface ou profonde, suivant le type d'espèce de foraminifère, à l'actuel tiré d'atlas océanographique. Et donc sans cette étape d'étalonnage, de calibration de nos traceurs, on ne peut pas les appliquer, ou on peut les appliquer dans le passé, mais avec une incertitude beaucoup plus élevée. Alors, ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres techniques mises en œuvre sur le navire.
À côté de ça, on a tous les prélèvements de poussière dont j'ai parlé. On a aussi des mesures à bord en continu sur l'eau de surface. Il y a un système de pompe du bateau qui est prélevé à, je crois, 6-7 mètres sous la surface de l'eau. Et dessus, ce qui est prévu, c'est de mesurer les isotopes stables de l'eau, delta O18, delta D. Des échantillons seront aussi prélevés pour de delta C13, enfin, isotopes stables de l'eau. La concentration partielle de CO2 dans l'eau et la fluorescence de l'eau en liaison avec tout ce qui est chlorophylle, etc. Et puis à côté, acquisition acoustique de la colonne d'eau, donc bathymétrie, colonne d'eau, et puis surtout, nous, ce qui nous importe énormément, c'est profil, en gros de la sismique très peu profonde, profil de sédiments, avec un sondeur à sédiments, on a vraiment les couches superficielles, c'est ça qui nous permet d'identifier nos sites de carottage, et qu'on sait qu'on va carotter un endroit où les couches sédimentaires ont été bien conservées, et pas un endroit où on a des glissements de terrain. En total, passé en mer 21 jours, de nombreuses mesures, de nombreux prélèvements, on l'a vu, de différentes sortes. Ça serait quoi pour vous, Aline Gauvin, une mission réussie ? C'est déjà pouvoir... on a 11 stations, une mission complètement réussie, c'est rapporter des carottes de bonne longueur, donc 40, 50, 60 mètres pour chacune de ces stations. Si on a déjà les 2/3 de ça, ce sera... déjà bonne réussite. Une mission réussie, c'est qu'on ramène du matériel qui va nous occuper pendant les 10 à 15 prochaines années. Alors après, nous, notre travail, il y a des campagnes en mer où le travail se termine quand la campagne se termine. Nous, notre travail, il commence quand la campagne se termine. C'est-à-dire qu'on a le matériel qui arrive en laboratoire, et puis là, on fait à bord quelques mesures préliminaires, mais le cœur du travail de laboratoire, il commence quand les carottes arrivent dans les laboratoires. Et oui, là, on ramène du matériel avec tout le type de traceurs dont j'ai parlé avant, et encore, j'ai pas été exhaustive. On peut aller regarder différentes périodes de temps, on peut aller comparer les régions. Oui, on en a pour exploiter tout ça, on en a pour, je pense, une bonne dizaine d'années. Et puis, c'est pas seulement dans un laboratoire, c'est dans tous les laboratoires associés. 56 scientifiques français et brésiliens, des ingénieurs, techniciens, chercheurs, doctorants, post-doctorants, 9 laboratoires français impliqués, une dizaine d'universités brésiliennes, allemandes et suédoises. L'aspect international de la mission Amaryllis Amaga, c'est important ? Composante essentielle. Si on n'avait pas nos partenaires brésiliens, donc pour notre partie de la campagne, on a 2 partenaires principaux au Brésil, l'université de Sao Paulo et l'université fédérale Fluminense, là, qui est à Rio. Sans eux, la campagne n'a pas lieu. Là, on est encore dans le processus d'obtenir l'autorisation des autorités brésiliennes. Sans le fort soutien au Brésil, il n'y a pas de campagne. Alors nous sommes à quelques semaines du départ. Dans quel état d'esprit êtes-vous et que reste-t-il à faire ? Beaucoup d'étapes administratives. On se rapproche du buste. Là, on n'a jamais été aussi près du début de la campagne. Tous les voyants sont globalement au vert. Honnêtement, on n'est pas trop mal. Il nous manque là, ce qui me manque là pour me détendre, c'est le feu vert des autorités brésiliennes qui dit « c'est bon, vous pouvez y aller ». On sait que c'est en bon chemin, mais il nous manque... Là, on baigne en plein dans la bureaucratie française et la bureaucratie brésilienne, et tout prend beaucoup de temps. Voilà. Mais sinon, ça avance. Les participants sont identifiés. Pour la plupart, ils ont leur billet. On sait où on va dormir. On sait ce qu'on va faire. Non, on est pas mal. Là. Merci Aline Gauvin, bonne campagne à Amaryllis, départ de Paramaribo ce 12 juin 2023.